Bonjour, mon invité aujourd'hui est Franck Escoubès, ici présent, pour parler de son livre, enfin du livre qu'il a écrit avec Gilles Proriol, qui n'est pas là malheureusement, et ce livre est intitulé « La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen ». Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser exactement d'où vous venez et à quel titre vous écrivez un livre extrêmement important et touffu, très complet, sur l'art de gouverner avec le citoyen? Comment, à qui est-il destiné d'abord? Est-ce que c'est le gouvernement, les hauts fonctionnaires? Qui doit lire ce livre et que va-t-il leur apprendre et nous apprendre aujourd'hui? Bonjour, je suis donc Franck Escoubès, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Bluenove et on est un acteur de ce qu'on appelle la Civic Tech, c'est-à-dire cette activité qui consiste à aider les politiques à organiser des débats publics, des débats citoyens, de la délibération citoyenne. Et donc c'est à ce titre qu'on est intervenu pour le gouvernement dans le cadre notamment du grand débat national en 2019 et récemment dans le cadre des États généraux de la justice, donc sur des grandes, je dirais, opérations de participation citoyenne qui concernent la politique nationale. Oui, mais là, quand vous dites organisation, ça ne veut pas dire l'organisation matérielle, ça veut dire réfléchir. Ça veut dire la consultation numérique, on est un acteur du digital. On organise des débats digitaux qui ont trait à la chose publique, au débat public. On travaille aussi pour des grandes entreprises, mais dans le cas qui nous concerne, et singulièrement ce qui fait l'objet de ce livre, on s'est concentré sur la question de la démocratie participative. Et pour répondre à votre question initiale, on s'adresse en effet aux élus, aux décideurs, aux politiques et aux candidats à la présidentielle en ce moment. Oui, alors ce livre, vous partez du fait que notre modèle de démocratie représentative, je vous lis là, est malmené. Comment sortir de cette impasse où la confiance des Français envers leurs élites ne cesse de diminuer? C'est un bon moment, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, donc c'est peut-être le bon moment d'en parler. Et est-ce que c'est par exemple le mouvement des Gilets jaunes qui vous a fait réfléchir sur ce délitement de la démocratie, ou est-ce que c'est beaucoup plus ancien ? Alors, c'est un peu plus ancien. Cette question de la participation citoyenne, bien sûr, précédait le mouvement des Gilets jaunes. C'est une préoccupation qui date, je dirais, presque historiquement de cette grande affaire autour du référendum sur la Constitution européenne en 2005. Lisbonne, oui. Où on avait déjà vécu les affres, d'une certaine manière, de la démocratie directe au travers du référendum. Il y a eu le Brexit. Si je saute allègrement une décennie, en 2016, et avec les difficultés subséquentes à ce choix référendaire. Donc il y avait d'autres événements, mais il se trouve quand même que dans le cadre du quinquennat du président Emmanuel Macron, il y a eu un certain nombre de grandes opérations consultatives. J'oserais presque dire que c'est l'un des quinquennats qui a été paradoxalement le plus participatif, avec des grands moments qui ont été le grand débat national d'une part, je l'ai évoqué, mais aussi, un an plus tard, la Convention citoyenne pour le climat dont on a beaucoup parlé. Il y a d'autres opérations peut-être un petit peu moins visibles. J'ai évoqué les États généraux de la justice, il y a eu les États généraux de la bioéthique, il y a eu d'autres États généraux qui n'impliquaient pas nécessairement des citoyens, mais disons que les deux instants un peu décisifs de ce quinquennat ont été le grand débat et la Convention citoyenne pour le climat. Alors justement, cette Convention citoyenne, c'est un peu quelque chose de bizarre, c'est une sorte d'ovni, parce qu'on demande à des gens qui, sauf erreur de ma part, n'y connaissent rien, de se prononcer sur des sujets extrêmement complexes, et ensuite, une fois qu'ils ont publié leurs idées, leurs résultats, on n'en tient pas compte. Donc il y a quelque chose quand même qui tombe pas rond là. Alors j'ai envie de dire tout est un ovni en matière participative dans la mesure où on a très peu d'antécédents, et notamment en France. Le grand débat national était une grande première à l'échelle française et même, j'ose dire, à l'échelle européenne. Et si je dis deux mots du grand débat avant d'évoquer la Convention citoyenne pour le climat, on peut considérer que ça a été un grand succès populaire qui n'a pas généré ou suscité des décisions politiques fortes et en tout cas visibles pour les citoyens, parce qu'elles ont été extrêmement décorrélées, ces décisions politiques, de ce qui avait été échangé pendant le grand débat national. Donc il y a eu, je dirais,
une entorse à ce qu'on peut appeler le devoir de suite en matière de démocratie participative, et certainement un souci de communication politique qui a été très mal géré juste à l'issue du grand débat national. Mais donc, on peut considérer que le grand débat était aussi un ovni. Quelques mois plus tard ou un an plus tard, on met en place la Convention citoyenne pour le climat sur un présupposé citoyen et démocratique complètement différent, puisqu'on ne s'adresse pas à la population française, on tire au sort une France en miniature, constituée de 150 citoyens qui, en effet, deviennent les porte-paroles, les représentants des citoyens en général, pour évoquer le sujet très complexe et particulièrement difficile de la transition écologique. Donc la difficulté de cet exercice, alors là aussi cet exercice était inédit. Il est intéressant à plusieurs titres parce qu'il met en avant quelque chose qui avait été un petit peu oublié ces dernières décennies en matière de démocratie participative, c'est-à-dire l'importance de la délibération et l'importance du temps pour délibérer. C'est un exercice élastique sur le plan temporel, puisqu'il a duré quasiment 10 mois, en tout cas une dizaine de week-ends pendant lesquels les citoyens ont été mobilisés. Donc ça n'avait à peu près jamais été fait, en tout cas pas dans ces proportions et sur cette durée-là. Et il s'agit de se donner le temps de délibérer en faisant appel à des experts, à du temps de concertation, à des travails en sous-groupe, etc., etc. Donc sur ce plan-là, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une évolution assez saine et vertueuse vers une philosophie de la démocratie qui fait la part belle à la délibération, et notamment à la délibération lente, à la délibération raisonnée et argumentée. La difficulté de l'exercice a été le fameux sans filtre. Du président Macron, qui a considéré au départ, sous la forme d'une promesse, qui était une promesse probablement intenable en termes de démocratie délibérative, une promesse de prendre sans filtre les recommandations de ces 150 citoyens, ce qui a généré bien sûr le détricotage des 149 mesures qui ont été le fruit finalement de cette cogitation collective ou de cet exercice délibératif collectif des 150 citoyens, des 150 conventionnaires. Donc détricotage mal vécu, mal perçu, parce que finalement on a vécu ça comme une trahison, ce qui est quand même un peu ironique à la fin des fins, parce qu'on en est à reprocher finalement au gouvernement de faire son boulot, son boulot d'exécutif, son boulot de parlementaire, c'est-à-dire à un moment donné de prendre des recommandations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des recommandations, des suggestions, et de faire son travail d'analyse d'impact, de faisabilité, de constitutionnalité, etc., etc. Donc on a vécu une grande ironie démocratique, encore une fois vécu comme une trahison, alors que ça aurait dû être un exercice plutôt sain, de participation séquencée, avec un moment qui est dédié à l'expression de préférences citoyenne, et à un moment ultérieur, subséquent, qui est dédié à l'évaluation de ce qui a été produit pendant l'exercice conventionnaire. Alors revenons à votre livre, donc la démocratie est en difficulté. Quels sont les principaux symptômes que vous voyez à l'appui de votre thèse? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, en bref. Je dirais, on a beaucoup parlé bien sûr de la crise de confiance des citoyens envers leurs représentants. Alors je ne vais pas épiloguer parce qu'on a tout entendu sur ce sujet, cette distance qui est ressentie de la part des citoyens à l'égard de même le président Macron, qui au début de son quinquennat ne voulait plus parler au corps intermédiaire. Il a snobé les maires pendant très longtemps. Absolument, absolument. Et cette distance qui a été installée est aujourd'hui vécue comme insupportable, insoutenable de la part d'une partie grandissante de la population qui considère que le système représentatif n'est plus le bon système finalement pour représenter la parole du citoyen, parce que les représentants ne nous ressemblent pas.
et fonctionne en circuit fermé, dans un cadre institutionnel qui est assez indéchiffrable finalement, qui est assez difficile à comprendre pour le citoyen profane, qui n'a pas bien sûr l'habitude du mode de fonctionnement du Parlement, du fonctionnement des commissions, de la navette parlementaire, de tous ces rituels qui sont finalement relativement opaques. Donc il y a une crise de confiance qui est liée. Ça, c'est un défaut de l'éducation nationale, peut-être, parce que si on expliquait, je veux dire, pendant la scolarité, comment fonctionnent les institutions, normalement, c'est fait. Oui, alors, dans le programme. c'est toujours un défaut de l'éducation à la fin des fins. Donc on a toujours tendance à dire que le grand problème, c'est l'éducation initiale. Certainement, mais ça ne peut pas être le seul, bien sûr, responsable. Et surtout, c'est une responsabilité tellement diluée qu'elle en devient insaisissable, d'une certaine manière. Peut-être que ça n'intéresse pas. Alors je crois qu'au contraire, ça intéresse une partie vraiment agissante de la population et ça désintéresse une autre partie de la population. Et c'est le constat qu'il faut faire aujourd'hui, qui est un constat assez ambigu, assez kaléidoscopique finalement, qui est difficile à déchiffrer, qui est qu'une partie de la population se désengage aujourd'hui de la politique. Et considère que finalement, comme ces citoyens se considèrent non représentés ou très très mal représentés, ils ont perdu la foi d'une certaine manière, ils décrochent. Il y avait une couverture du magazine Marianne qui titrait « La France qui s'en cogne ». C'était finalement bien dit, parce que c'est ça que ça veut dire. Je ferai référence à une enquête extrêmement récente de l'Institut Montaigne sur les jeunesses et la jeunesse plurielle, et qui indique que 26% des jeunes aujourd'hui se considèrent totalement désengagés de la politique au sens où ils refusent l'acte même d'aller voter. Donc on est vraiment sur une sécession, en tout cas voilà, une sorte de division, d'affranchissement, de désaffiliation, c'est un peu le terme qui est notamment utilisé, désaffiliation politique, où on dit, ça sert à rien, donc ça ne m'intéresse plus et je préfère aller pêcher le jour du vote plutôt que de m'impliquer. Et ça représente une partie croissante de la population et singulièrement de la population plus jeune. Et parallèlement à ce mouvement de désaffiliation, on voit ce que j'appellerais un segment de la population constitué de citoyens vigilants. Alors, le terme d'ailleurs n'est pas de moi, il est de Pierre Rosanvallon, qui, dans un livre un peu prémonitoire qui date de 2006, intitulé La contre-démocratie, déjà en 2006, faisait référence à ce citoyen vigilant qui est un citoyen qui va de plus en plus observer, scruter, noter, évaluer les politiques et le personnel politique de manière générale. Devenir, d'une certaine manière, un lanceur d'alerte. C'est le citoyen qui va filmer Benalla, place de la Contrescarpe, et qui dit ça c'est pas possible, ça on va trop loin. Mais ça, c'est pas le gilet jaune ni l'antivax. Non, c'est le citoyen vigilant qui a perdu d'une certaine manière confiance du fait de l'absence de transparence et qui va être en somme l'acteur de cette transparence. C'est encore une fois la figure un peu archétypale du lanceur d'alerte. Tout le monde n'est pas lanceur d'alerte, mais tout le monde à son petit niveau d'une certaine manière aujourd'hui, en tout cas dans ce segment de la population, veut jouer un rôle. Et puis on a un dernier segment de la population qui est encore plus acteur, d'une certaine manière, de la contre-démocratie, pour reprendre le terme de Rosanvallon, qui est constitué de citoyens beaucoup plus interventionnistes. Ce sont ceux qui vont organiser la primaire populaire et qui vont dire finalement de primaire officielle il n'y a point, ou en tout cas je ne la reconnais pas comme pertinente ou recevable, donc j'organise ma propre primaire. Et puis je n'ai besoin de personne pour organiser ma propre primaire. Donc là, on a finalement 400 000 personnes qui ont voté à la primaire populaire, qui d'une certaine manière adhèrent à cette vision relativement interventionniste du citoyen qui est acteur de la démocratie en parallèle ou en complémentarité des circuits officiels. C'est aussi le segment, pour terminer, des citoyens qui vont intenter un procès à l'État français pour inaction en matière écologique au travers de l'affaire du siècle.
représente quand même 2,4 millions de pétitionnaires qui se sont reconnus dans l'affaire du siècle. Alors là, on entre dans le citoyen juge. Mais le citoyen juge est un citoyen de facto très interventionniste. Ce que c'est que l'affaire du siècle pour nos téléspectateurs? Alors l'affaire du siècle, qui ne sont pas en France. C'est né d'une pétition qui a été largement endossée par plus de 2 millions de citoyens français pour faire reconnaître une responsabilité juridique de l'État français du fait de l'inaction, de son inaction en matière de transition écologique. Donc, on est dans ces cas de figure un peu extrêmes, primaire populaire, affaire du siècle, avec d'ailleurs une forme d'agressivité. On peut considérer que la primaire populaire dessine une forme de violence démocratique, parce qu'on est allé contre le souhait des candidats eux-mêmes, qui n'ont pas reconnu la primaire populaire comme étant légitime et qui n'ont pas souhaité y participer et qui ont été enrôlés de force, d'une certaine manière. Donc voilà un peu où on en est de cette effervescence citoyenne face aux déficits ou aux carences de la démocratie représentative. Alors, revenons toujours à votre livre. Vous faites donc un diagnostic et vous préconisez aussi un certain nombre de solutions. Est-ce que vous pourriez entrer dans la voie, là maintenant, de ce qu'il faudrait faire, si on pouvait le faire et si les Français l'acceptaient, pour que la démocratie fonctionne mieux? Alors j'en profite au passage pour dire que vous avez aussi écrit en 2018, publié en 2018, un livre d'aphorismes pris de court. Donc si vous avez des aphorismes à utiliser, n'hésitez pas. J'hésiterai pas. N'hésitez pas. Non, ce qu'on dit en effet dans ce livre, essentiellement deux choses. La première, c'est de considérer la démocratie participative, qu'on baptise d'ailleurs démocratie inclusive. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles on a rebaptisé ce terme. On considère que la démocratie participative n'est pas un substitut à la démocratie représentative. Il ne s'agit pas de remplacer, il ne s'agit pas d'un grand soir de la démocratie. Il s'agit bien d'un complément. Un complément qui vient au secours, ou en tout cas à l'aide de la démocratie représentative. Et ça marche comment alors, ce complément ? Et ce complément, c'est la deuxième idée du livre, est en fait un complément qui se cale sur le cycle de vie d'une politique publique. C'est-à-dire que la démocratie inclusive de demain est une démocratie qui est bien plus plurielle et diverse que celle à laquelle on est habitué depuis quelques mois, où, pour simplifier, on va dire d'un côté, il y a les conventions citoyennes, et de l'autre, il y a les référendums. Les Gilets jaunes appelaient de leur vœu l'émergence d'un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui était finalement la possibilité de s'exprimer par le vote sur un objet politique toutes les semaines. Vous n'aimez pas tellement ce système? Alors on n'est pas fan. Ni le système suisse non plus. Le système suisse est un tout petit peu d'une autre nature parce qu'il est plus instruit, c'est-à-dire qu'il est plus accompagné. On n'est en effet pas du tout fan de l'idée d'une démocratie, d'un référendum permanent, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai volontiers. Mais pour terminer sur ce processus de démocratie inclusive, nous, ce que l'on dit, c'est que la démocratie participative ou inclusive de demain, ça n'est pas une démocratie qui se contente de faire des conventions citoyennes à la queue leu sur différents sujets, en considérant que tirer au sort 150 citoyens, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et on considère que le référendum n'est pas non plus la bonne solution. Qu'il s'agit donc de suivre l'évolution du cycle de vie d'une politique publique en considérant 4 grands moments démocratiques de cette démocratie inclusive. 1, le fait de consulter les Français beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus largement qu'on ne le fait aujourd'hui, et sans oublier les exclus de la démocratie, que sont les invisibles, que sont ceux qui sont extrêmement difficiles à toucher dans les consultations citoyennes. 2, un deuxième temps qui est un temps de co-construction des politiques publiques, qui suit la consultation. D'abord, on consulte pour diagnostiquer un état des lieux. Ensuite, on co-construit les politiques publiques. Ensuite, on co-décide et on co-agit. Donc, ce sont les 4 moments. Et les réseaux sociaux là-dedans ?
Alors, les réseaux sociaux, c'est une étape sauvage du stade numéro 1 de consultation. Hein. C'est-à-dire que... Mais vous les acceptez, vous les... Non, alors on ne les accepte pas complètement, c'est-à-dire qu'on considère que la crise cognitive que vit le citoyen aujourd'hui, c'est-à-dire cette difficulté qu'a le citoyen d'exercer un raisonnement démocratique sur des sujets complexes, comme la réforme des retraites, comme l'évolution du système judiciaire, qui sont des sujets extrêmement nuancés, extrêmement difficiles à maîtriser. On considère que les réseaux sociaux ne sont pas le bon vecteur pour expliquer, pour diffuser une information permettant aux citoyens de surmonter cette crise cognitive. D'accord ? Donc, il faut inventer un autre système, un système parallèle qu'on appelle de nos voeux et qu'on a baptisé le web politique. Dans le livre, ce web politique, en deux mots, ce serait un espace alternatif aux GAFAM, un espace qui serait conçu pour le débat public digital, c'est-à-dire un espace qui contrevienne aux insuffisances des médias actuels, qui ont beaucoup de difficultés à restituer la complexité d'une information par le culte de l'information continue, de l'instantanéité, de l'actualité qui en chasse une autre, etc. Ouais. etc. Les réseaux sociaux, c'est le cœur de ce que l'on discute, ne sont pas conçus pour héberger un débat public. On le voit quand, dans la manière dont, évidemment, les réseaux sociaux constituent des bulles cognitives, des bulles filtrantes, des bulles communautaires. On le voit quand on essaye d'avoir un début de semblant, de germe de débat sur Twitter et que finalement on hack Twitter, c'est-à-dire qu'on dénature l'usage de Twitter pour essayer d'avoir un début de discussion. Tout ça est la démonstration que ça ne fonctionne pas. Et l'Internet, de manière générale, c'est le dernier élément de notre thèse sur le web politique, n'est pas ontologiquement conçu pour permettre la diffusion d'une information complexe. Hein, le moteur de recherche de Google va vous suggérer des références qui vous amènent à sélectionner en général la première ou la deuxième et rarement la troisième. Et finalement, cette référence ou ces deux références qui sont montées au pinacle du web eh bien, sont généralement très partielles et ne restituent pas toute la nuance et la complexité de l'information dont le citoyen doit se faire le destinataire. Donc il faut inventer un espace différent. On prétend que cet espace web politique, devrait être un espace souverain, un espace constitué de technologies françaises ou européennes, et que ces technologies, elles consistent à homogénéiser, rationaliser l'espace digital, c'est-à-dire permettre de montrer les consensus et les clivages, de cartographier les opinions citoyennes, de comprendre la différence entre une information qui est une information éditoriale, une information qui est fact-checkée, c'est-à-dire factualisée, démontrer une information qui correspond à un argument, à un problème ou à une solution, etc. etc. Cet espace-là, je ne veux pas rentrer dans une technique débordante, mais cet espace-là, il n'existe pas aujourd'hui. Il devrait exister en parallèle des Facebook, des Twitter de ce monde, parce qu'on ne détrônera pas ces acteurs, et même si on les démantelait, en réalité on ne solutionnerait pas le problème, parce qu'on créerait des Facebook nationaux qui fonctionneraient exactement de la même manière et sur les mêmes business models. Donc ça ne résoudrait rien. C'est donc un vaste programme, comme disait le général de Gaulle. Donc c'est un vaste programme, mais on pense que c'est un programme qui devrait être soutenu par l'État français dans le cadre d'un plan démocratie. Comme il existe un plan intelligence artificielle, comme il existe un plan hydrogène, et qu'il n'y a pas de raison objective pour que la démocratie ne soit pas au cœur des investissements de l'État français. Et est-ce que vous êtes entendu par les politiques auxquels vous présentez votre programme ? Alors, je crois qu'il y a une oreille positive de la part de certains candidats. D'abord, on n'a pas nécessairement le porte-voix suffisant pour... Vous êtes impliqué dans la campagne auprès de certains partis ? On essaye en effet d'être impliqué. On a été sollicité par certains à l'issue de la lecture du livre. Donc, on essaie de diffuser quelques idées
quelques prises de position, quelques partis pris, notamment celui sur le web politique, où on a l'impression qu'il y a une oreille attentive parce qu'on fait bien le constat qu'il est difficile de résoudre cette crise cognitive par le simple recours à la régulation, anti-fake news, par des normalisations européennes à Bruxelles, que tout ça est en fait très judiciarisé, et que le problème, de notre point de vue, il n'est pas de nature judiciaire. Il n'est peut-être même pas d'ailleurs de nature exclusivement centrée sur la fake news. Je prétends que pour une fake news, on a 100 000 mésinformations. Sur des sujets aussi complexes que je l'évoquais, la réforme des retraites, la question du nucléaire, la question de la fin de vie, la question de l'autonomie et de la dépendance, etc., etc. Sur ces sujets qui sont des sujets sociétaux très complexes, j'estime qu'il n'est pas question de fake news. Enfin, c'est marginal. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on restitue aux citoyens une information simplifiée, ergonomique, qui permet d'une certaine manière la décision, et qui facilite le travail citoyen dans un cadre démocratique. Oui, et qui facilite aussi la vie de tout le monde. C'est ça finalement le but ultime de votre livre. Alors cette émission se termine, malheureusement, nous pourrions en parler encore pendant longtemps. Je recommande la lecture de votre livre, La démocratie autrement, et je vous remercie, Franck Escoubès, d'être venu aujourd'hui à Télé Sud. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.